Salut les gens! Aujourd'hui, je viens vous reparler de Liv Strömquist, une autrice de BD suédoise dont je vous avais déjà parlé à l'épisode 3 pour sa BD Les sentiments du prince Charles. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ce titre-là qui est La rose la plus rouge s'épanouit. Toujours des titres très accrocheurs, hein, Liv Strömquist, toujours très pertinent. Entre parenthèses, c'est une référence à La rose du petit prince de Antoine de Saint-Exupéry, bien sûr, qui accessoirement est un de mes livres préférés et qui, à mon sens, est un livre pour adultes et non pour enfants. Mais passons. Dans cet ouvrage, l'autrice vient nous parler d'amour, notamment d'amour moderne, comme d'habitude en se basant sur les travaux de sociologues, de psychologues et autres scientifiques. En gros, dans cet ouvrage, elle nous explique qu'on ne sait plus aimer. Voilà. C'est toujours très fun de lire du Liv Strömquist. Alors je vais beaucoup lire mes notes dans cet épisode car j'ai beaucoup de citations à vous transmettre. Et là, notamment, je cite, elle explique que le narcissisme extrême dans lequel nous sommes plongés nous amène à chercher l'amour, non pas pour rencontrer l'autre, mais pour que l'amour de l'autre confirme notre valeur en tant qu'individu. Voilà. Elle explique aussi que le fait de pouvoir choisir beaucoup plus rationnellement et parmi beaucoup de gens notre futur partenaire, ça a pour conséquence qu'on passe un temps fou à sélectionner l'élu. Et qu'en réalité, je cite à nouveau, cela pourrait réduire considérablement notre capacité à nouer un lien affectif. Alors, vous allez me dire, bah c'est pas logique, parce que normalement, la technologie et la méthode scientifique devraient nous aider à trouver de meilleurs partenaires et de meilleures associations et faire en sorte que les amours soient plus heureux. Donc comment ça se fait? Eh bien, parce que si, au lieu de se laisser surprendre, au lieu de suivre son intuition, si au lieu d'avoir une conception mystique et spirituelle de l'amour, on réfléchit et on choisit rationnellement, eh bien, on pense comme un consommateur. Ça, c'est notamment Eva Illouz qui le dit. Eva Illouz, sociologue qui a beaucoup travaillé notamment sur les relations, l'amour moderne, et dont Liv Strömquist s'inspire beaucoup dans cette BD en particulier. Alors là, je suis sûre que tu te dis derrière ton écran, ah non mais c'est incroyable, le capitalisme il est partout en fait. Eh bien oui. Puis l'autrice enfonce le clou avec les travaux du sociologue et psychanalyste Erich Fromm, qui dit qu'aujourd'hui, en effet, on se focalise sur le fait d'être aimé et non sur notre capacité à savoir aimer. Pour lui, je cite, l'amour est un pouvoir qui produit l'amour. C'est donc en donnant de l'amour que l'on crée l'amour. En gros, l'amour consiste essentiellement à donner et non à recevoir. Et pour illustrer le propos de Fromm, elle prend comme exemple précisément la rose du petit prince. Je cite, la raison pour laquelle il aime cette rose en particulier est qu'il lui a donné de l'amour, à elle spécifiquement. Et c'est cela qui fait que toutes les roses n'ont pas la même valeur pour lui. Ah! Après, alors ça part un peu dans tous les sens, hein, les BD de Liv Strömquist, donc on passe un peu d'un sujet à l'autre. Après nous avoir parlé de la rose du petit prince, elle explique en quoi les hommes, ayant perdu peu à peu le contrôle qu'ils avaient sur le foyer, l'ont transféré sur les relations. Domaine où ils peuvent exprimer leur autonomie et leur autorité, notamment en maintenant une distance émotionnelle avec leur partenaire féminine. Et alors que par exemple au 19e siècle, la masculinité pouvait s'exprimer
par la démonstration de la capacité des hommes à avoir une certaine constance émotionnelle et à faire et tenir des promesses, la masculinité moderne s'exprime plus souvent par le refus que par l'expression de sentiments. Et inversement, à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus réservées, et aujourd'hui, elles manifestent bien plus volontiers leurs sentiments. C'est incroyable ce revirement quand même. Et puis, ce qu'on peut constater également aujourd'hui, c'est que des femmes s'approprient les codes masculins, ce comportement détaché typique des hommes, parce que ça leur procure un statut supérieur aux autres femmes. Et comme exemple, elle donne le personnage de Samantha dans la série Sex and the City, qui, pour le coup, imite complètement les codes masculins. Elle est carriériste, elle veut pas d'enfants, et elle aime le sexe sans lendemain. Ce qui, souvenez-vous, lui apportait un côté super cool. Contrairement au personnage de Charlotte, qui, elle, était le stéréotype ambulant de la femme sensible, qui veut des enfants et tout, et qui, bizarrement, était perçue par le public comme une sacrée nunuche. Eh oui, parce que les filles, c'est nul. D'ailleurs, en parlant d'enfants, l'autrice souligne que les hommes aujourd'hui n'ont plus besoin d'avoir des héritiers pour être perçus comme accomplis aux yeux de la société. Et que quand bien même ils auraient envie d'avoir des enfants, ils ont largement le temps de s'y mettre, puisqu'ils sont féconds plus longtemps que les femmes. Ils peuvent donc se consacrer à ce que la société attend d'eux, à savoir l'ascension sociale et le succès économique. Pendant que les femmes, elles, passent pour des tarées qui ne pensent qu'à faire des bébés avec le premier venu avant leurs 35 ans. Ensuite, on arrive au moment de la BD où elle dézingue un certain mouvement féministe d'empowerment qui voudrait qu'on ne souffre plus pour un mec et qu'on se remette d'une rupture en un claquement de doigts. Alors, je vous rassure, elle ne vise pas particulièrement le mouvement féministe. En fait, elle dénonce tout un pan du développement personnel actuel qui consiste à vouloir discipliner, corriger et dresser nos sentiments et nos émotions, de sorte que nous puissions éviter toute expérience négative dans nos relations amoureuses. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez tentant. Mais elle déplore le fait que l'amour relève de plus en plus de l'objectif de performance et de maîtrise de soi. Et qu'actuellement, on met surtout en valeur la capacité des gens à surmonter l'expérience de la souffrance, voire à l'éviter complètement. Et la question qu'elle se pose, c'est est-ce que en agissant de la sorte, on peut vraiment expérimenter un amour heureux? Et elle souligne un truc qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est que cet état d'esprit, il a pour conséquence de faire naître le sentiment que c'est de notre faute si on ne réussit pas dans le domaine amoureux. Elle explique, je cite, que dans notre actuelle culture thérapeutique de la performance, il est typique que les déçus, les cocus ou les jamais élus par personne se considèrent comme responsables de la situation. Et d'ailleurs, on le disait dans l'épisode 14 sur le chagrin d'amour, c'est la personne quittée qui se sent défaillante, voire coupable. Elle dit, je cite, « On vit le fait d'être quitté comme la marque d'une déficience profonde de son moi. » Bref, cette idée contemporaine qu'il est souhaitable et même possible de supprimer la souffrance de l'amour est totalement nouvelle. Avant, la souffrance était considérée comme faisant totalement partie de l'amour, de manière inévitable. Elle cite le philosophe Marcille et Ficin, qui écrivait à la Renaissance que lorsqu'on tombe amoureux, on abandonne d'abord le soi pour pouvoir le récupérer ensuite. Bon, vous l'aurez compris, pour Liv Strömquist, le chemin de l'amour passe par un dévouement total et sans compromis. Elle cite à nouveau Eva Illouz qui dit « L'érotisme et l'amour appartiennent à cette sphère du comportement non utilitariste où le moi non seulement s'abandonne, mais prend le risque de se dissiper, de s'abîmer.
Et si on applique à la sphère de l'amour une idéologie utilitariste, alors on sort de la sphère de l'amour pour aboutir à celle d'un contrat d'affaires incompatible avec l'amour. Bon, comme d'habitude, elle est bien vénère, la Liv Strömquist. Le seul truc que je lui reproche dans cet ouvrage, c'est que la majorité des exemples qu'elle prend sont issus de la fiction ou d'un passé très lointain. Donc, si vous voulez, je trouve que ces arguments manquent un petit peu de crédibilité. Mais bon, comme d'habitude, son travail de vulgarisation sociologique est impressionnant. Et avouez que c'est quand même hyper intéressant de se poser toutes ces questions. Moi, ça me remue pas mal, hein. Je suis pas certaine qu'elle approuverait ma présence sur Tinder. Je vous laisse méditer sur tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos questionnements ou de vos avis sur toutes ces questions. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.